comme vous le voyez même dans la banderole qui est devant nous. Évidemment, chaque module contient un thème particulier qui suscite des sous-thèmes. Ce deuxième module porte sur la balkanisation de la République démocratique du Congo, canular, mythe ou réalité. Plutôt que de tourner notre attention vers l'extérieur, vers l'autre, à travers ce thème, le CRIC donne la possibilité aux différents chercheurs réunis ici à tenter une catharsis sociale, mieux, une introspection profonde qui a pour but de dire si nous-mêmes, Congolaises et Congolais, ne portons pas une responsabilité certaine dans ce que d'aucuns appellent projet, plan, complot de balkanisation de notre pays. Pour cela, j'ai résolu de vous parler de la balkanisation de la République démocratique du Congo comme une nouveauté archaïque. Une contradiction peut-être. Mais nouveauté parce que c'est un sujet qui revient assez régulièrement dans l'actualité nationale. Et archaïque parce que c'est un sujet qui a déjà ressassé quelques volumes d'ouvrages, articles et autres publications. Les questions à se poser sont notamment pourquoi les dix sujets revient-il assez souvent, toujours, encore et encore dans l'imaginaire collectif national? Nous-mêmes, Congolaises et Congolais, n'avons-nous pas une part de responsabilité dans ce que l'on peut appeler projet de balkanisation de notre pays? Et que faire pour qu'un tel projet ne prenne pas corps? Tel est le questionnement autour duquel tourne mon exposé qui n'est pas académique, mais littéraire. Il contient, outre l'introduction et éventuellement la conclusion, deux petits points. Le premier petit point évoque justement la problématique de la balkanisation de notre pays comme nouveauté archaïque. Le deuxième petit point s'intéresse en quelque sorte sur l'agir collectif d'une frange importante des Congolaises et des Congolais que nous sommes. Suivra ensuite notre conclusion. Petit point 1, la balkanisation de la République démocratique du Congo comme nouveauté archaïque. Déjà en 1960, vous le savez, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, à l'époque c'était République du Congo, aujourd'hui République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, paix en son âme là où il est, parlait de l'existence d'un plan de balkanisation de son pays. Et vous vous en souvenez, à l'époque, il accusait l'ancienne puissance coloniale, la Belgique, de porter ce plan et prévenait ses compatriotes sur les risques de l'éclatement, de l'implosion du pays qui était dans l'avenir. Depuis, plusieurs tentatives et stratégies ont été testées, mais sans succès. Confronté à la menace de la guerre de 80 jours, par exemple, dans l'ex-grande province du Katanga, ou Chaba, l'ancien président de la République, le maréchal Mobutu, avait reconnu lui aussi l'existence de ces plans. Mais il était resté imperturbable, catégorique. Le Congo restera uni, restera un et indivisible, avait-il déclaré à l'époque. Mais un peu de temps après, affaibli aussi bien par l'usure du pouvoir que par sa santé physique, l'ex-président Mobutu a vécu de son vivant la précipitation des événements et l'accélération de leur rythme. Et le repère le plus récent semble être l'abattage en 1994 de l'avion du président rwandais à bord duquel se trouvait également le président du Burundi. Ainsi s'opérera la déportation des populations rwandaises dans l'ex-république du Zaïre, actuellement République démocratique du Congo. 2 ans plus tard, débutera une guerre, la guerre de libération, menée par
l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, qui se transformera en guerre d'occupation, mettant à nu les velléités expansionnistes de certains États voisins de la République démocratique du Congo, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, soutenus, eux, par ceux que j'appelle souvent dans mes écrits les gentrifieurs authentiques, à savoir les États-Unis d'Amérique, la Belgique et la France. Il y a une bibliographie à la fin de ce exposé. Ça ne sert pas de vous citer mes sources. Vous les verrez dans cet exposé. Après l'ex-président Mobutu, l'ex-président Joseph Kabila Kabange a également dénoncé les risques de balkanisation que courait le pays. Ainsi a-t-on pris conscience de l'existence de ce que l'on peut appeler complot de balkanisation de la République démocratique du Congo ou de son implosion. Là également existe une panoplie de textes suivis d'une campagne de sensibilisation menée par Radio 7, Télé 7 et le quotidien Le Potentiel. Face à la faillite de la gouvernance et la crise de construction de la conscience nationale dans le pays, il a été observé un relâchement du combat contre la balkanisation en faveur des querelles politiques. Mais la persistance de l'insécurité dans la partie orientale du pays, Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu, doublée de velléités expansionnistes et hégémoniques de certains États voisins de la RDC, cette question a refait surface dans l'opinion nationale. Politiciens, acteurs institutionnels et ceux de la société civile en parlent, exprimant du coup la nécessité d'une seconde indépendance de notre grand pays face aux maîtres du monde par certains États interposés de la sous-région des Grands Lacs. La lutte contre la balkanisation devient, du coup, au jour d'aujourd'hui, un programme politique. Une propagande des uns contre les autres, un point de divergence de vues pour les uns et de convergence de vie pour les autres. En voici quelques illustrations. Je vous en cite 5. Première illustration. La déclaration du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, dit ceci. Il y a des massacres presque quotidiens, des êtres humains égorgés froidement pendant la nuit. Cela a comme conséquence déplacement des familles par peur d'agression. Ces faits démontrent clairement le remplacement de la population déplacée par les populations rwandophones. Il faut distinguer ici les Tutsis qui sont au Congo, ils sont congolais, dit-il, de ceux-là qui arrivent. J'ai l'impression que ces plans concernent la partie est du pays. Il y a un même mode opératoire en Ituri, Bunia, à Butembo Beni et à Rutshuru Minembwe. L'infiltration de l'armée et de la population, l'ambiguïté de la MONUSCO et l'ambiguïté de la communauté internationale. Deuxième citation, déclaration. La déclaration du révérend docteur André Bokundoa, président de l'Église du Christ au Congo. Il dit: le pays court un grand danger. Je dirais même le plus grand danger de son histoire depuis 1885 à la conférence de Berlin. L'heure est sans précédent et la situation devient sans appel. Le sort du destin de notre nation et celui de nos futures générations dépendent de notre héroïsme collectif. J'exhorte le président de la République, en sa qualité de garant de la nation, à un dépassement personnel, au fin de convoquer en toute urgence, dit-il, des consultations nationales en vue d'impliquer toutes les forces de la société à la démarche de solutions durables
et consensuelle aux problèmes susmentionnés. Par conséquent, comme prophète, je lance un appel pathétique d'éveil de conscience patriotique aux dirigeants du pays, à la classe politique, aux leaders religieux, aux acteurs de mouvements de la société civile, aux syndicalistes, aux étudiants, aux artistes et à toute la population de manière générale. Nous devons tous être inventifs en vue d'anticiper les événements qui profilent à l'horizon. Les tableaux sociopolitiques et sécuritaires du pays est très inquiétant. Ainsi, nous devons nous unir et nous réconcilier pour sauver notre mère patrie. Troisième citation, la déclaration du général-major Léon Richard Kassonga, porte-parole des FARDC. Je cite, « L'état-major des FARDC tient à rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale que dans le cadre de la guerre non conventionnelle menée dans le Grand Nord, les FARDC font face à des insurgés dont le but final est la balkanisation de la partie est du territoire national. Pour légitimer leurs activités insurrectionnelles, ces derniers s'appuient sur des causes de mécontentement réels ou imaginaires diffusées à travers toutes les couches sociales et par divers canaux de communication. Les faits recherchés et l'effondrement des institutions légales en les discréditant aux yeux de l'opinion nationale et internationale dans le but de prendre le contrôle politico-administratif de cet espace et ainsi concrétiser la balkanisation pourtant désavouée par la population du Grand Nord. Quatrième déclaration. La déclaration de Leïla Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. En effet, répondant le 15 janvier 2020 au cours de sa conférence de presse à la question « Madame Leïla Zerougui, la communauté internationale est beaucoup accusée ces derniers temps de vouloir balkaniser la République démocratique du Congo. Comme preuve, on parle du remplacement des autochtones congolais qui quittent leur village devant les menaces des groupes armés par des populations qui sont transplantées dans les espaces abandonnés. La MONUSCO connaît-elle une telle chose? La réponse de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Leïla Zerougui, sera celle-ci. Je vous remercie d'avoir posé cette question parce que c'est aussi une opportunité pour moi d'aborder cette question. Je crois que nous avons vécu des moments où ce genre d'inquiétude pouvait se justifier par le passé avec la faiblesse de l'autorité de l'État, l'isolement du gouvernement. Je comprends que cette inquiétude puisse exister. Franchement, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une autre phase. Le Congo et votre président et tout le monde se bat pour envoyer une image positive qui attire les investisseurs, qui crée des dynamiques positives, rapprochement avec les voisins. Tout ce travail et on parle de balkanisation. Comment on peut balkaniser le Congo si on n'a pas pu balkaniser le Congo à un moment où il y avait des pans entiers du pays où il n'y avait même pas de l'autorité de l'État? Comment on peut balkaniser le Congo quand les Congolais sont rattachés à leur pays de façon très très forte? Je me rappelle quand j'étais arrivé chez vous en 2008, j'allais dans les villages, dans Massissi, dans Walikale, où il n'y a aucun accès. Les femmes, les hommes qui vivent là-bas ne connaissent du Congo que leur village. Et ils étaient très très attachés à leur pays, revendiquant cette appartenance à ces pays dans ces frontières telles qu'héritées de la colonisation. Alors, je pense que nous sommes dans une période où vos militaires sont en train de mourir par dizaines, justement pour défendre votre territoire, pour empêcher que les groupes armés créent cette sensation pour des populations isolées. Parce que je comprends que celui qui est dans un coin isolé, qui vit les attaques, qui se fait tuer, ses enfants enlevés, etc.,
ait cette attitude-là. Je ne peux pas lui reprocher, cela c'est normal, c'est humain. Je crois, s'il y a aujourd'hui une chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a personne, que ce soit dans la communauté internationale, que ce soit chez les voisins, qui a des visées territoriales sur le Congo. Je vous rappelle que je suis dans la citation de Leila Zerougi. Et le 15 janvier 2020, le Congo, dans ses frontières héritées de la colonisation, personne ne le conteste. Est-ce que vous avez les Congolais qui veulent se séparer du Congo, créer un État? Est-ce que vous avez la situation qui était, par exemple, dans le Balkan, ou une situation qui existe, par exemple, au Moyen-Orient? Est-ce qu'on est dans une telle situation aujourd'hui? Je n'ai jamais vu de Congolais qui disent on veut créer un État, on veut se séparer du Congo. La balkanisation, c'est quoi? C'est qu'on sépare les territoires et on crée de nouveaux États. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, prenant la parole devant la diaspora congolaise réunie à Londres le 19 janvier 2020, 4 jours après Leila Zerougi, le président de la République, chef de l'État, déclare ou a estimé qu'il n'y a pas un plan de balkanisation de la République démocratique du Congo. Pour lui, il ne s'agit que de la manipulation politicienne. Et tant qu'il est président de la République, la RDC ne sera pas balkanisée. Fin de citation. Je vous rappelle quelques déclarations là pour que nous puissions tous comprendre qu'est-ce qui nous réunit ici, de quoi allons-nous parler aujourd'hui et qu'est-ce que les chercheurs de la trempe de ceux que nous avons invités ici peuvent nous dire là-dessus. J'aborde mon deuxième petit point, l'agir collectif d'une frange importante des Congolaises et des Congolais que nous sommes. La République démocratique du Congo d'aujourd'hui, plus que celle d'hier, c'est le constat presque de la plupart des chercheurs, traverse une situation en quelque sorte d'après-guerre ou d'après-confrontation. Une situation où la plupart des cœurs brisés par la rupture de la cohésion nationale, occasionnée par les élections presque chaotiques et les plaies provoquées par la lutte pour le respect de la Constitution de la République, ne sont pas encore totalement cicatrisées. Cela fait qu'un moindre détonateur peut embraser le pays, déstabiliser les institutions et inciter certains esprits à vouloir prendre leur revanche sur le régime actuel, qu'ils qualifient d'ailleurs de continuité de l'ancien. Le fossé semble être profond, qu'il faille rompre avec la culture de l'insouciance d'une frange importante de Congolaises et de Congolais pour penser désormais l'avenir de notre nation. C'est aussi cesser de déraisonner et embrasser avec du courage la raison. Cela n'est possible que si et seulement si l'homme politique, les décideurs, acceptent de se tourner vers les producteurs de savoir, de connaissances, objectifs, en vue d'obtenir les recettes nécessaires qui apportent des solutions à certains grands maux de la nation. Sinon, à quoi serviraient les universités, instituts supérieurs et autres centres et instituts de recherche qui pullulent dans le pays et parfois qui sont budgétivores pour les trésors publics? Plus de 50 ans après, il est évident que les sciences sociales au Congo-Kinshasa ont aidé, j'allais dire, doivent aider à la résolution des problèmes que connaît notre pays. Et le secteur de la vie sociale le mieux indiqué à apporter des solutions à la plupart de ces problèmes auxquels le pays est confronté, à mon avis, c'est le secteur éducatif, englobant tout aussi la recherche scientifique et l'innovation technologique. Malheureusement, nombreux sont ceux qui pensent que l'éducation en RDC
n'est que la fabrique de cerveaux inutiles. Je pense que vous aurez la chance de voir vous-même l'auteur qui a écrit sur l'éducation en RDC, la fabrique des cerveaux inutiles, je ne sais pas, avec point d'interrogation, point d'exclamation. Je cite le prof Émile Bongeli qui est dans la salle. Pardon, avec point d'interrogation. Voilà, lui-même est dans la salle, il va nous entretenir là-dessus. D'autres encore regrettent que l'université de Kinshasa, par exemple, qui serait la locomotive des autres universités et instituts supérieurs du pays, baigne à la fois dans une situation de site académique ou d'une colline danger de lutte vulgaire, ou encore des collines du savoir et en même temps des collines de transactions, où on boit la bière, où on s'enivre, où... Donc, les auteurs que j'évoque là sont cités dans la bibliographie finale. L'insouciance nous habite. La balkanisation, c'est un mythe, c'est un canular pour d'autres, alors que nous écouterons les chercheurs qui vont nous parler, et de mon avis, c'est une réalité. Alors que c'est une réalité. Je voudrais insister sur nous-mêmes qui sommes là. Quel enseignant-chercheur qui est ici dans cette salle se regarde, qui ne me regarde pas, qu'il se regarde dans l'introspection profonde et qu'il réponde. Qui choisit-il? Prépare-t-il pour le remplacer? Quels critères prévaut? Comment sont constitués nos jurys d'encadrement, d'abord de nos comités d'encadrement et nos jurys d'évaluation, des TFC, des mémoires, des licences, des mémoires de troisième cycle, des thèses de doctorat? De même que l'homme politique qui est dans cette salle se regarde tout aussi. Qui prend-il pour collaborateur dans son cabinet, dans son bureau? Quels critères prévaut dans sa tête? Et dans nos églises, pour me limiter là, comment s'organise la succession du chef spirituel? Autant de questions. Mais alors, pourquoi accuser l'autre? Et ce n'est pas la Congolaise, le Congolais lui-même qui est balkanisé et prédisposé à la balkanisation de son pays? Ce sont des questions qui demeurent posées. Conclusion, parce que mes maîtres, ceux-là qui nous ont précédés dans la science, brûlent d'envie de répondre à certaines de nos interrogations. Je conclus pour qu'ils aient la parole. Comme acteur politique, je pouvais me passer de cette tribune et me lancer comme tout le monde dans les débats télévisés et dire ce qui est connu, ce qui est redit, dire et redire ce qui a été dit et redit sur la balkanisation. Je pense que je préfère, n'est-ce pas, aborder un public intellectuel pour essayer de susciter, n'est-ce pas, un débat sur cette question qui est une question centrale. Ici, je ne me présente pas comme un homme politique, je viens comme un scientifique, n'est-ce pas? Comme un disciple de Kalele, comme scientifique, parce qu'il semble que politiquement, nous appartenons à des familles différentes. Je pense que le prof Kalele va vous en parler. C'est depuis 1960 que, comme l'a dit d'ailleurs le prof Eboueme, le Patrice Emery Lumumba avait dénoncé les velléités balkanisatrices des Occidentaux et cela a été concrétisé, n'est-ce pas, par la sécession inspirée par la Belgique, par les deux sécessions inspirées par la Belgique, à savoir le Sud Katanga, le Katanga plutôt, et le Sud Kasaï. Ces premières tentatives avaient échoué, notamment parce que les Américains, n'ayant pas été mêlés à l'affaire, n'est-ce pas, ont considéré que les Belges voulaient opérer une escroquerie en leur défaveur. En défaveur donc des signataires de l'acte de Berlin. Mais après la chute du mur de Berlin, qui consacre aussi la chute du communisme et le triomphe
du bloc capitaliste, n'est-ce pas, on est passé dans ce qu'on a appelé, dans ce qu'on appelle d'ailleurs la pensée unique. Et dans la pensée unique, tous les think tanks américains ne jurent plus que par l'émiettement d'un Congo jugé trop grand pour être contrôlable. Tout a été mis en marche pour concrétiser ce dessein. Et toutes les guerres interminables, on vous l'a dit, et inqualifiables à l'Est, procèdent de cette stratégie de l'autocolonisation qui a même été théorisée par Ali Mazroui et d'autres stratèges du Pentagone américain. Et des pays voisins prédateurs ont été soutenus pour agresser les géants dormants qu'est notre pays, bénéficiant pour ce faire du soutien multiforme des multinationales minières ou utilisatrices des minerais stratégiques. Tous les diagnostics ont déjà été établis, mais on a omis de mettre sur la table du débat l'épineuse problématique que vient de soulever le prof Eboueme, la problématique de l'incroyable inconscience collective qui aujourd'hui prépare les lits, construit les rails, donne des roulettes à cette balkanisation. Je profite de cette occasion pour déplorer les façons infantiles, ridicules et irresponsables d'appréhender cette menace de la balkanisation, faite de cris et lamentations contre les autres peuples, qui effectivement déploient des actions intelligentes et stratégiques pour leur survie et leur puissance, même si cela menace l'existence des Congolais qui, au lieu de faire la même chose pour se protéger, choisissent plutôt de cultiver des antivaleurs qui les font rapprocher de la bestialité. En clair, que faisons-nous pour nous prémunir de cet épouvantail? Est-ce que cet épouvantail est incompressible? Allons-nous l'éviter seulement par des dénonciations à caractère puéril ou encore par des incantations, des prières et consorts? Il y a lieu de rappeler aux uns et aux autres que le monde aujourd'hui fonctionne en fonction de la puissance de chacun. Les faibles n'existeront que tant que les voudront les forts. Et quand vous avez un territoire comme celui-ci, n'est-ce pas, comme a parlé le DG, n'est-ce pas, scandale géologique, mais avec des personnes, des hommes qui ressemblent dans leurs agissements aux animaux, n'est-ce pas? Ne pensez pas que les autres vont vous regarder et vous laisser cette terre, parce qu'ils savent que cette terre n'est pas une invention congolaise. Nos ancêtres n'ont pas produit la terre, c'est un bien de l'humanité dont le plus fort peut toujours s'accaparer. Alors, qu'est-ce que nous avons fait de notre pays pour que nous puissions nous plaindre aujourd'hui d'une menace de balkanisation, alors que c'est nous-mêmes qui, comme je venais de le dire, construisons les rails par lesquels la balkanisation va s'infiltrer dans notre pays. Au plan politique, le pays est incorrectement conduit depuis 1960 par les élites locales, universitaires ou pas. Le pays est resté instable jusqu'à ce jour, manipulé par les forces extérieures qui instrumentalisent nos dirigeants, dont moi-même, et intellectuels, dont moi-même encore, qui font des choix désastreux de politique publique, faute de réfléchir sur les grands défis du pays. Les dirigeants comme les élites sombrent dans le mimétisme institutionnel non réfléchi, avec un modèle étatique hérité de la colonisation. Cette incompétence génère une incapacité organisationnelle déplorable, l'organisation étant la chose par laquelle l'homme se distingue de l'animal pour créer la puissance collective permettant de se faire prendre en compte par les autres. Il en résulte une vie sociale qui ressemble à une jungle animale,
où germent toutes les antivaleurs contraires à l'émergence d'une conscience collective nationale. Je parle du tribalisme, n'est-ce pas, au plus haut niveau. Tous nos chefs d'État ont été tribalistes depuis Kasavubu, n'est-ce pas? Je ne cite pas les vivants pour des raisons que vous pouvez facilement imaginer, n'est-ce pas? La corruption est d'abord institutionnelle et institutionnalisée et normalisée. Détournement des fonds publics pour des fins privées mesquines de jouissances temporaires. Vous savez, j'ai travaillé sous Mobutu. J'ai vu des Mobutistes, bon là j'étais encore en politique passive, j'ai vu des Mobutistes s'enrichir. Je revois les mêmes personnes aujourd'hui et j'ai compris que leur jouissance était éphémère. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ils vivent comme monsieur tout le monde, alors qu'il y a quelques années, ils avaient accumulé nombre de voitures, de grandes parcelles, de hectares qu'ils habitaient, sont aujourd'hui morcelés, n'est-ce pas, pour être revendus pour la survie. Pas un poste ministériel dans un système. Même un président de la République seul ne changera rien. Il faut qu'il y ait une conscience nationale collectivement assumée pour qu'on puisse répondre de manière collective, pour qu'on puisse promouvoir des actions collectives pour déjouer les ruses ambiantes et bloquantes, pour démanteler les institutions extractives, pour dénicher les pièges aliénants, pour repérer les marabouts et les marchands du développement, pour détecter les sapeurs-pompiers allumeurs de feu. Ne trouvez donc pas un alibi pour dire on rejette tout ce que Bongeli a dit parce qu'il était au gouvernement, il n'avait rien fait. N'est-ce pas? Je pense que je vous laisse matière à débat, n'est-ce pas? Il ne faut pas esquiver la question brûlante de cette République des inconscients, n'est-ce pas? Le mot est de Mutinga, enfin l'expression de Mutinga. L'inconscience collective est renforcée surtout dans les chefs de nos élites. Nous, n'est-ce pas? Le tribalisme, c'est nous. Le détournement, quand on en a les moyens, c'est nous. N'est-ce pas? Le favoritisme, c'est nous. La corruption même est entrée dans le monde des intellectuels, y compris à l'université, etc., etc. Mettons-nous donc à l'œuvre pour construire la puissance qui seule nous donnera droit à la vie. Je vous remercie et... Bien, merci. J'ai entendu dans cette salle le DG qui nous a interpellés tous. Mais il y a quelques années, j'avais aussi, comme vous, l'habitude de lire de temps en temps la Bible. Je trouvais là, je crois qu'on n'a pas effacé. Mon peuple meurt faute de connaissance. C'est encore d'actualité dans la Bible. Donc, nous devons nous armer de connaissances pour pouvoir dominer le monde, dominer nos semblables, améliorer nos conditions de vie et d'existence. C'est un impératif, c'est une exigence. Sans connaissance, disait Molière dans Le bourgeois gentilhomme, la vie où l'homme ressemble à un cadavre ambulant. Donc, ce que nous faisons ici, c'est enrichir nos connaissances pour pouvoir agir sur notre société
et améliorer nos conditions de vie. La communication que je vais vous faire ce matin est une réponse à une question. Je vais reprendre la question et je vais y répondre. La question, elle est déjà dans vos papiers. La balkanisation du Congo, est-ce que c'est une vue d'esprit ou bien une réalité? Moi, je réponds, la balkanisation du Congo, c'est une réalité. Il y a un plan de balkanisation. Et ce plan relève d'une stratégie d'affaiblissement pour mieux nous dominer. Le pays est trop vaste, il faut le morceler en de petits États faciles à manipuler. Ce plan-là existe. Et les faits historiques sont là, hier comme aujourd'hui. Après que Lumumba ait dit que l'implosion du Congo c'est demain, nous sommes en 60, mais ce demain-là, c'était même le jour même. Quand le Congo accède à l'indépendance, en 1960, la balkanisation est déjà en marche en juillet 1960. Le Katanga, le Sud Katanga, devient un État détaché de Kinshasa et du reste du pays. Un État autonome. Il a son gouvernement avec Tshombe comme président, Munongo comme ministre des Affaires étrangères, Kibwe comme ministre des Finances. Dans le même gouvernement, vous avez 3 Blancs, 2 Suisses et 1 Belge. Le gouvernement katangais constitué en juillet 1960. Le Katanga frappe sa monnaie, différent du franc congolais, et plus forte que le franc congolais à l'époque. Le Katanga se dote d'une armée, la gendarmerie katangaise. Elle est équipée, entraînée par des puissances occidentales, essentiellement la Belgique. Et appuyée par des mercenaires sud-africains qu'on a appelés les Diabos. Après le Katanga, il y a une autre partie de la République. Nous sommes toujours en 60. Le Sud Kasaï, l'État autonome du Sud Kasaï, avec Albert Kalonji Moulopoué. Les 2 États détachés de l'ensemble du Congo
vont faire jonction. Les blancs de l'Union minière, comme ceux de l'AMIBA aujourd'hui, vont se rencontrer régulièrement pour finir des stratégies pour constituer un bloc contre Kinshasa. Or, vous savez, quand vous prenez le sud du Katanga, on l'appelle le Haut-Katanga industriel. C'est là que vous avez le cuivre, le cobalt, toutes les richesses de l'époque. C'était au sud Katanga. Et l'Union minière intervenait pour 70% dans le budget national. Le gouvernement de Léopoldville va être privé d'une source importante de recettes. Il aura des difficultés pour pouvoir fonctionner et en définitive, Lumumba va tomber tué et on fera un effort pour réunifier le Katanga, le sud Katanga et le sud Kasaï. Donc la sécession s'était déjà matérialisée, la balkanisation déjà en 60. On n'a pas attendu. On nous avait déjà en 60 arraché les parties les plus importantes de la République, celles qui fournissaient de l'argent, le Sud Katanga et le Sud Kasaï. C'est aussi dire que le problème, comme l'a dit le DG ici, en mettant en exergue l'importance de la géologie, à la base se trouve le problème des minéraux, le problème de l'argent. Vous pouvez aller dans le Bandundu aujourd'hui, vous coucher sur la route, tournoyer, etc. On ne va pas vous faire des problèmes. Qui ira au Bandundu chercher les missiles? On vise les coins juteux. Ce que vous avez vécu en 60, c'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant au Kivu et dans l'Ituri. C'est l'argent, le cobalt. Et aujourd'hui, dans l'Ituri, le pétrole. Même la MONUSCO dont on parle là-bas, le gros de ces troupes, c'est au Kivu. Tout le monde va là-bas. C'est pourquoi? Pour chercher l'argent. Et vous connaissez leur adage, no Kunda, no job. Il faut appuyer Kunda Batware parce que sa guerre nous permet de nous enrichir. Très souvent, quand on dit la MONUSCO coûte très cher, on s'arrête là. Mais cette phrase-là semble se terminer par un point-virgule. On vous dit la mission coûte cher, mais on ne vous dit jamais combien elle rapporte par jour à ceux qui l'ont envoyé. Les coins visés,
c'est le Kivu, les deux Kivu, qu'on appelait le Grand Kivu et l'Ituri. C'est pour problème d'argent. Si vous consultez vos archives, j'espère que vous en avez. Déjà en 1965, des intellectuels Tutsis, aidés par des Américains, ont dessiné une cartographie de la balkanisation du Congo. Elle existe. Sous la direction de Museveni et de Kagame, qui était son Rwanda à l'époque, on a dessiné la nouvelle carte de la région, l'Empire Imatutsi. Cette nouvelle carte comprend l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le nord et le sud Kivu. La carte existe et on veut nous prendre ces deux provinces-là et y ajouter l'Ituri. Ça va faire un nouvel État qui constituera l'Empire. Je dis donc que dans les faits, la balkanisation a déjà été matérialisée dès 1960 et que la balkanisation, c'est un problème d'argent. On vous arrache les morceaux les plus juteux. Je sais que nous n'avons pas l'habitude de lire, mais pour une fois, je vous invite à lutter contre la sous-information pour comprendre comment l'argent se trouve à la base de toutes les guerres que l'on connaît. J'ai publié à la fin de ce mois ce livre. L'Ouganda et le Rwanda en RDC, comme l'Espagne et le Portugal en Amérique latine. Son sous-titre, Makambo Mibale. Makambo Mibale et Bomi Mboka Mobimba. Ya liboso, likambo ya falanga. Donc, ce qui est en train de se passer au Kivu à Ituri, c'est exactement ce qui s'est passé au XVIe siècle en Amérique latine. On tue là-bas chaque jour. Vous savez aussi qu'en Amérique latine, des races entières ont été éliminées, effacées de la carte. Les Mayas, les Incas, les Aztèques, pour avoir leur or. Nos compatriotes du Kivu, de l'Ituri, feraient mieux de faire déjà leur deuil. Parce que le plan là-bas, si vous lisez Colette Brackman, Mukwege,
l'homme qui répare les femmes, vous savez qu'il y a un plan d'élimination des populations en empêchant les femmes de procréer. Ce n'est pas un fait de hasard, ça se passe chaque jour. Est-ce qu'il y a des gens qui raisonnent sur la balkanisation, qui planifient la balkanisation? Je dis oui. Il y en a et ils sont nombreux. Il y en a eu hier. Il y en a encore aujourd'hui. Si on nous enlève certains morceaux du pays, c'est encore moins grave. Vous en avez qui ne veulent prendre qu'une partie du pays, mais vous en avez d'autres qui veulent prendre tout le pays. Vous deviendrez alors des Palestiniens sans patrie. Parmi les gens qui veulent prendre une partie, ce sont nos frères rwandais, ougandais, burundais, érythréens que vous avez vus ici. Mais parmi les autres qui veulent prendre tout le pays, vous avez, par exemple, à partir de leur déclaration, les Américains. Il y a eu un noir américain, M. Mousse, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines à l'époque, qui, devant le Congrès américain, a dit: la terre promise où coule le lait et le miel, ce n'est pas la République, ce n'est pas la Palestine, c'est la République démocratique du Congo. Mais comme les Congolais sont superficiels et légers, il faut confier leur pays aux Hema et aux Tutsi, en l'occurrence à Kagame et à Museveni, qui ont le sens de l'État et de la rigueur. J'espère que vous comprenez. Oui. Lorsque vous arrivez à Sun City, on fait signer aux Congolais l'accord global et inclusif. Je crois que c'était le 17 septembre. Moustapha Niasse et Thabo Mbeki disent quoi aux Congolais? Ce texte, vous ne changez rien à ce texte. Il est à prendre ou à laisser. Si vous osez le rejeter, votre pays va connaître une grande somalisation. Là, il ne s'agit pas de prendre simplement des morceaux. C'est tout le pays, chacun va prendre ce morceau. Ce qui arrive quand on tue un éléphant, chacun se sert. Si vous refusez ce texte, votre pays va connaître une grande somalisation. Vous avez également, dans le même plan, le 14 janvier 2009, Nicolas Sarkozy, à l'époque président de France,
reçoit les ambassadeurs africains accrédités à Paris et vient le répéter ici. La République démocratique du Congo doit donner des terres d'habitation aux Rwandais et permettre aux Rwandais et aux Ougandais d'exploiter les richesses. Il l'a dit en France, on s'est fâché. Il est venu le répéter ici. Je crois que les Léopards venaient de gagner un match là-bas. Comme il voyait que les Congolais se fâchaient, il a dit « Je félicite votre équipe pour avoir gagné ». Tout le monde a applaudi et a oublié. Vous avez également, dans ce plan de balkanisation, les accords du 12 et du 18 janvier 2012. Le 12 mai 2012, il se tient une réunion à Rubavu. Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas. Des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer, parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et
Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi, votre pays aura des problèmes. Il ne s'agit pas de chimère, il s'agit de réalité. Vous connaissez également l'affaire de mixage. Bongeli vient de parler ici de l'armée. Mais en fait, d'armée, nous n'avons pas d'armée. Nous avons une ONU. Notre armée comprend les Congolais, les Burundais, les Rwandais, les Ougandais, les Érythréens, tout le monde, sauf vous qui êtes dans cette salle. C'est une armée multinationale. Alors, ce qui se passe à l'Est, les trahisons là, vous pouvez les comprendre. Très bien, avec l'opération mixage. Puisque nous avons le devoir de nous défendre, de sauver ce pays, nous devons avoir ces informations et nous préparer en conséquence. Au prochain module, nous ferons appel aux géologues pour nous reproduire la carte minière du Congo. On ne connaît pas ces histoires-là. J'étais un jour dans le Bas-Congo, je dis, mais on attaque les Congolais à Ituri. Une vieille mère m'a répondu, Bango pay bakenda ko sala nini na mboko ya bato. L'Ituri, non, ce n'est pas le Congo. Mboka ya bato mususu. C'est très sérieux ce que nous disons. Je pense que même en sciences sociales, ça, on doit vous mettre au mur des cartes géologiques du Congo pour que vous sachiez qu'est-ce que vous avez comme minerai qui appelle les autres, qui vont vous faire la guerre pour vous arracher ces minéraux-là. Donc, c'est un problème, la balkanisation, c'est un problème de la lutte pour s'emparer de l'argent. Vous avez le malheur d'avoir trop d'argent ou trop de possibilités d'argent. Vous provoquez ceux qui n'en ont pas. Ils vont vous faire la guerre pour vous l'arracher. Au lieu de venir faire des va-et-vient, ils vont simplement vous exproprier le pays pour qu'il reste jusqu'à la mort. Où est-ce que vous irez? Je ne sais pas. Quelqu'un disait, Mbokango yo, malamu tote kango. Mutu na mutu azwa morceau na ye, akende ku débrouiller. Oui, l'image fait rire, mais ce que les autres veulent, ce n'est pas seulement vous arracher les richesses, mais vous arracher même le pays qui produit ces richesses. Prenez courage, ne pleurez pas. Vous êtes des hommes,
apprenez à vous battre. Je me battrai avec vous. Je vous remercie. Non, c'est ce que justement, ce que j'appelle une nouveauté archaïque. En fait, si c'était tout à fait archaïque, on ne parlerait plus de la balkanisation aujourd'hui. Mais puisque ça revient, ça devient une nouveauté. Mais pourquoi une nouveauté? Parce qu'en fait, la balkanisation est une réalité au jour d'aujourd'hui. Vous pouvez me poser la question de savoir comment est-ce que cela est une réalité. Je peux dire que la balkanisation juridique n'existe pas. Pas encore. Nous n'avons pas vu qu'il y a des lois qui ont été prises, des accords ou la reconnaissance à l'ONU qui dit qu'il y a un nouvel État qui est né au Congo. Mais nous vivons une balkanisation de fait. Lorsque nos frères là meurent en Ituri chaque jour, à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Minembwe, tous ces problèmes qui se posent là-bas, vous pensez pourquoi? Lorsque notre armée ne peut pas être une armée nationale, mais c'est effectivement une interarmée, une armée multinationale, multiraciale, parce qu'il y a plusieurs nationalités au sein de notre armée. On vise quoi? Lorsque l'autorité de l'État n'existe pas presque dans ces coins-là où on décrit l'insécurité, vous voulez qu'on prépare quoi? Mais on prépare, ce qu'on prépare, c'est la balkanisation de fait. Notre comportement comme enseignant, notre comportement comme agent de l'État, notre comportement comme fonctionnaire, comme politicien, comme acteur politique, institutionnel, notre manière de faire, les injustices, tout ce que nous vivons là, les tribalismes, c'est pour préparer quoi? Notre système éducatif, nous connaissons des problèmes et nous les répétons dans nos conférences. Si vous voulez attaquer un État, inutile d'utiliser de gros moyens. Détruisez seulement le système éducatif national. Méprisez la recherche scientifique et vous verrez les résultats dans quelques années tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes attirés vers quoi? Nous, Congolais et Congolais, regardons-nous bien, nous sommes attirés vers quoi? Dans toutes les maisons presque, il y a soit une antenne Canal+, soit une antenne IAZI, soit tout ce que vous voulez là. Mais après, c'est pour regarder quoi? C'est pour regarder Novelas, c'est pour regarder les matchs de football, c'est pour regarder soit les combats de catch, et tout ce que vous voulez. Ça nous apporte quoi? Combien d'émissions sur la science, sur les débats réels sur notre système éducatif, sur le modèle économique que nous voulons, sur le modèle politique que nous voulons? Tous ces problèmes ne sont pas traités en réalité. Qui passe à la télé? À la télé, on voit ceux qui parlent Lamouka, qui parlent cash, qui parlent FCC, qui discutent des personnes. Et ils sortent des muscles pour défendre des personnes. Mais on ne s'intéresse pas à l'avenir de toute une nation. Demain, nous serons des apatrides. Si on ne prend pas conscience du danger qui nous guette, si on ne se défait pas de nos consciences émiettées sur la nationalité congolaise et surtout sur l'émiettement de notre solidarité nationale, eh bien, tout est parti. Observez ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes une multitude de nationalités. On ne sent plus qu'on est congolais. Ce sont des tribalités qui émergent. Observez dans votre quartier, là où vous êtes. Observez dans votre milieu du travail. Observez ceux avec qui vous collaborez. Et je l'ai dit dans la salle, les professeurs d'université, posez-leur la question. Qui ils forment comme assistants? Qui sont autour d'eux? Observez très bien. Vous verrez les gens de leur province, de leur tribu. Pourquoi cela? Allons dans la fonction publique. Allons au gouvernement. Observez tel ministre est de quel coin et vous verrez qui sont dans son cabinet. Qu'est-ce que nous voulons à ce moment-là? Dans nos institutions aujourd'hui, c'est la tribalité qui émerge. Alors, nous voulons dire que c'est seulement le Rwanda, le Tutsi, les Américains, les Français, les Belges qui veulent balkaniser le Congo. Est-ce que nous-mêmes, Congolais, ne sommes pas déjà balkanisés et ne sommes pas prédisposés à la balkanisation? Nos aïeux nous ont dit, et se sont réunis, et c'est répété dans l'hymne national. La réalité tribale ne changera pas de comportement si ce combat n'est pas relancé. Merci.